On va pouvoir y aller. Donc, comme je le disais, on aura un intervenant à distance. Donc, Cédric Chabal, qui est directeur général adjoint, directeur innovation Data IA chez Smart Data Power. Et donc, ici, on a Vincent Doliac, qui est expert data et digital chez KPC. Bonjour à tous. Et donc, je vous laisse y aller. Alors, du coup, je sais pas si on a l'image de Cédric ou pas. Du coup, Cédric, si tu peux te présenter. Oui, très rapidement, du coup, je suis directeur de l'innovation Data IA chez Smart Data Health. Nous, on est parti du constat suivant, que face au déluge informationnel, vraiment ce que certains pourraient appeler l'infobésité, il fallait qu'on ait une approche beaucoup plus fine sur des données intelligentes, qualifiées, qui soient facilement activables en approche métier, pour vraiment passer à l'action et pour que ces data soient des outils d'aide à la décision. Donc, pour ce faire, on a créé des datasets. Ça fait 8 ans qu'on travaille dessus. Donc, le slide dédié avec le schéma. Le slide d'après, ouais. Voilà. Donc, on a créé des datasets qui, comment on fonctionne? En fait, on part de l'open data. On va travailler sur des silos de marché, donc par exemple ici la santé. Sur la santé, on a essayé de cartographier toutes les parties prenantes de l'écosystème, qu'il s'agisse de centres de recherche, de sociétés savantes, d'écoles, de journalistes et blogueurs, d'associations de patients, de centres de soins, d'industriels, d'institutionnels, etc., etc. Pourquoi on a fait ça? Parce que l'idée, c'est d'avoir une data très cleanée, très qualitative en amont, pour qu'on puisse, avec des scripts de data science, faire une tokenisation, on va dire, très quali, et surtout qu'on puisse donner à manger ces datasets à nos IA. Alors, on est en capacité du coup de croiser ces datasets avec des données externes que sont les réseaux sociaux, les blogs, ou bien des plateformes de social listening type PubMed, Meltwater, Digimind, Synthesio, des données scientifiques comme des études cliniques ou bien des données internes à des clients. Et donc, en fait, cette approche, ça fait déjà de nombreuses années qu'on l'a montée, mais on vient d'être racheté il y a moins d'1 an par Europa Group, qui est un groupe toulousain qui est un des leaders mondiaux de la formation et de l'information, alors notamment en cardiologie. Et donc, fort de ce rachat, on a souhaité investir dans un data lake avec l'aide de KPC sur une meilleure rationalisation et une meilleure résilience de nos data. Donc, je laisse Vincent en parler. Donc, Smart Data, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une toute petite société qui se concentre sur la qualité des datasets qu'elle produit et qui a une approche presque artisanale de la donnée, en fait. Donc, actuellement, ce qui se passe chez eux, c'est qu'ils rapatrient toutes les sources de données qu'ils peuvent avoir en local et tout ce qui est processing de la data, mise en qualité, algorithme d'IA, se déroule dans des scripts Python qui sont faits en local sur une workstation. Donc, ils ont une grosse machine qui leur permet de dérouler des traitements quand même assez costauds en local. Mais c'est aussi un peu le goulet d'étranglement qu'il y avait chez Smart. Et pareil, les usages qu'on a en aval de ces données enrichies, c'était quelque chose d'assez manuel, on va dire. Et pareil, qui fait un peu goulet d'étranglement. Donc, ce qui a été proposé à Smart Data, qui allait dans la ligne directrice de ce que voulait le groupe Europa quand ils ont intégré Smart Data, c'était d'aller sur une cloud data platform. Donc, nous, on les a assistés sur ce move to cloud, en fait, où il y avait la volonté d'unifier, de sécuriser la donnée, de l'alimenter aussi déjà dans cette cloud data platform, et puis aussi de déporter tous les usages qu'ils avaient de manière assez manuelle en local au niveau de cette plateforme-là. Donc, de pouvoir distribuer tous ces datasets enrichis, en fait, de manière un petit peu plus propre, un petit peu plus automatisée à leurs clients. Donc, ça passe par l'élaboration d'outils en ligne, pourquoi pas de plateformes SaaS, etc.,
qui sont construites sur la base de cette cloud platform désormais. Donc pour faire ça, on s'est basé sur la Data Cloud Platform Snowflake. Alors déjà, c'était un choix qui avait été fait par le groupe Europa et qui était quand même assez raisonnable dans le sens où il y avait toute cette couche classique de la data platform, mais en plus des fonctionnalités spécifiques à Snowflake, notamment sur la mise à disposition des use cases directement aux clients, avec ce qu'on va retrouver tout en haut à droite de votre écran, notamment l'intégration à Streamlit, la notion de native apps dans Snowflake, la possibilité de dockeriser des choses et d'être au plus proche de la donnée à ce niveau-là, et de pouvoir du coup très rapidement créer des produits, des data products à mettre à disposition des clients. Donc ça, c'était majeur. L'autre intérêt aussi de cette data platform sur Snowflake, c'était la marketplace intégrée à Snowflake, parce que du coup tous les gros clients, en fait, on va dire, du domaine médical, puisque Smart Data, elle se concentre pas mal sur le médical, ont certains en tout cas déjà Snowflake, et donc ça leur permet de bénéficier d'une intégration un peu plus fluide et de pouvoir utiliser leur crédit Snowflake pour consommer de la data en provenance de Smart Data. Alors, on pourrait parler de quelques usages, notamment celui qui concerne une mini-app qu'on a très rapidement pu monter sur Snowflake avec KPC. Donc, je laisserai Vincent parler de la technique de mise en place. Mais en termes d'usage, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu se capitaliser sur nos datasets, notamment de professionnels de santé, de dirigeants d'entreprises où on a des dizaines de milliers de variantes d'appellations métiers sur les métiers du digital, du marketing, de la communication, du commercial, des RH, les métiers qui concernent les médias, etc. Mais également sur les entités, c'est-à-dire qu'on est en capacité de détecter et de qualifier, segmenter, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est plutôt une biotech, ça, c'est plutôt un laboratoire pharma, ça, c'est plutôt une société savante. Là, on est plus dans un centre de recherche, là, on est plus dans une association industrielle ou une association de patients. Là, on est dans un EHPAD, là, on est dans un CHU, etc., etc. Donc, en gros, l'idée, c'est d'essayer de mieux ranger ce qu'il y a dans les CRM ou dans les viviers de contact LinkedIn des clients. Donc, si on passe sur le slide après, on va voir que en croisant les datas exportées du client plus nos datasets et nos scripts, on a pu mettre en place cette mini-app en moins d'un mois avec KPC, qui avait vocation donc à être interactive et avoir une approche très BI, c'est-à-dire que les gens peuvent cliquer sur des filtres dans tous les sens, exporter, se partager des favoris, donc il y a aussi un côté collaboratif. Et il y a un côté agir en meute aussi, c'est-à-dire qu'on le propose à des boards, à des directions commerciales, pour qu'ils puissent mixer leur CRM entre eux et capitaliser dessus. Peut-être que Vincent, tu veux toucher un mot de la mini-app sur le plan technique? Oui, bien sûr. Du coup, sachant qu'on partait de zéro en termes de digital chez Smart Data pour la mise à disposition de ces datasets, on avait le choix en fait. Soit on allait concevoir une sorte de plateforme SaaS à destination des clients Smart Data, qui serait un projet qui serait forcément assez long à spécifier, à développer et on va dire à peaufiner. Donc c'était pas forcément la volonté initiale, à la fois d'un point de vue investissement, d'un point de vue time to market. Donc ce qui a été proposé plutôt, c'était de développer des mini-apps plutôt silotées. Donc c'est-à-dire chaque set de données enrichies par Smart Data donne lieu très rapidement à une mini-app qui est développée avec des technologies comme Streamlit. Donc ça va assez vite et ça permet de tester le marché, d'avoir des premiers retours utilisateurs. Et c'est vraiment cette approche un peu MVP, voilà, qu'on a souhaité pousser au maximum. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en Streamlit in Snowflake. Donc c'est du Streamlit directement embarqué dans Snowflake, cette mini-app en l'occurrence, et il y en a d'autres qui vont suivre dans le but, voilà, de pouvoir tester au maximum le marché le plus tôt possible. Voilà. Et puis une fois qu'on a qualifié un petit peu
tout ce qui est ajustements qui sont demandés par les clients, là, ça vaudra le coup dans un second temps d'investir dans une vraie plateforme SaaS et les développements un peu plus lourds qui vont avec. Et là, le go-to-market a été validé puisque on s'est servi des maquettes préparées par KPC pour aller démarcher des clients. Et en moins d'un mois, on a déjà vendu une vingtaine d'abonnements à cette mini-app. Mais bien sûr, c'est une étape intermédiaire avant le côté SaaS, qui est quand même un peu plus agile. Deuxième usage, cela concerne en fait un sujet bien à la mode que tout le monde surveille comme le lait sur le feu, l'agentisation, avec du fine-tuning sur nos datasets. Donc, si on déroule un peu le concept, l'idée c'est de travailler sur un mix d'approches dans une logique de learning interactif et immersif en 3D, avec des agents sous forme d'avatar, pour maximiser le côté animation et challenge dans des formations ou des discussions scientifiques. Donc, par exemple, on peut sortir l'apprenant de sa zone de confort avec des scénarios où il serait en face de plusieurs interlocuteurs dont on pourrait régler les compétences et les attitudes. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'un jeune professionnel de santé puisse apprendre de ses pairs, donc d'experts en santé, si on parle par exemple en cardiologie, être au milieu d'experts ou au milieu d'apprenants, avoir un modérateur qui lui anime les débats, pouvoir échanger sur la matière première médicale, c'est-à-dire que ça pourrait être des vidéos, ça pourrait être des données scientifiques. Et donc, ça a un vrai but on va dire, d'immersion et d'interaction. Et tout ça, ça peut être fait en one-to-one, c'est-à-dire que chaque personne qui utiliserait ce dispositif pourrait paramétrer avec qui il souhaite discuter. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut discuter avec des IA, on va dire, plutôt expertes et contradictoires? Est-ce qu'il veut discuter avec 2 IA plus un humain et travailler sur telle donnée scientifique, etc. Donc, si on va sur le slide d'après, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, on ne s'est pas basé sur quelque chose qui nécessiterait l'utilisation de casques VR, ni de plateforme SaaS. On est dans une approche locale avec un moteur 3D qu'on peut trouver dans les streams de gamification, en fait. Voilà. Et on surfe sur une logique où on a ces process d'IA, d'agents et de modélisation en 3D, mais qui sont croisés bien sûr avec des datas exclusives sur la santé. Et des datas qui permettraient par exemple d'aider un faiseur d'événements à créer des tables rondes avec à la fois des personnes en réel et en virtuel, à la fois créer des symposiums où des experts échangent entre eux. Et on est dans une logique, si vous avez suivi un peu l'actualité, Google DeepMind et Stanford vraiment travaillent beaucoup sur les agents de simulation. Donc là, par exemple, il y a quelques semaines, ils ont réussi à cloner des IA où ils ont généré 1052 personas à partir seulement de 2 heures d'entraînement. Donc, ces personas donnent une infinité de possibilités sur les scénarios et sur la typologie des interlocuteurs. Voilà ce que je pourrais dire en synthèse. Donc là, vous voyez, il y a un fond 3D, c'est juste, là on est en V0, hein, c'est vraiment une première maquette.
mais vous pouvez choisir avec qui vous discutez et quelle data vous manipulez. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Questions, ouais, vu qu'on a démarré en retard. Il nous reste 3 minutes pour les questions, donc je propose qu'on en prenne une, voire deux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions dans la salle. Du coup, je vais en poser une petite. Moi, je me posais la question sur la partie avatar 3D. Du coup, ce que ça va permettre exactement en fait pour les clients en fait finaux. Alors, en fait, il faut s'imaginer plutôt dans un second temps quand on est dans du learning, parce que dans du learning, souvent, il y a des tas de logiciels qui proposent une gamification et une montée en compétences, même de l'adaptative learning. Mais en temps 2, ça peut être très intéressant quand les gens ont acquis un certain niveau, qu'ils puissent se comparer avec des experts, c'est-à-dire des experts qui poseraient des questions plus ou moins piégeuses. Et nous, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le domaine de la santé, en tout cas. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, je vous ai parlé, alors peut-être que les gens ne connaissent pas, mais dans les symposiums scientifiques, il y a des posters, c'est-à-dire qu'en gros, les chercheurs vont montrer en synthèse, sous forme d'une sorte d'infographie, la substantifique moelle de leur recherche scientifique. Et l'idée, c'est de laisser l'auditoire échanger avec ce scientifique plus que pendant 5 minutes, puisque dans une conférence, souvent, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, pendant des dizaines de minutes, voire plusieurs heures, ils peuvent échanger avec lui sur le sujet précis de sa recherche et se poser des questions, interagir, etc., voire prendre une IA tierce qui serait là pour modérer ou pour être en contradiction en disant oui, mais il y a une autre étude qui ne dit pas la même chose, etc. Ok, très clair, merci. Du coup, je vous propose qu'on applaudisse Cédric et Vincent pour ce talk. Merci beaucoup. Merci à vous.